Merci d'être là. En cette matinée assez chargée en informations et en surprises venues d'outre-Atlantique. Nous avons avec mes deux acolytes que vous connaissez, François Corbert pour l'association Robin des Lois et Maître Ménard qui est un spécialiste du droit électoral, décidé d'unir nos forces en fait pour lancer un appel, une mobilisation en faveur de l'effectivité des droits en fait des personnes qui sont incarcérées et qui très concrètement n'ont pas la possibilité de voter dans les établissements français, alors même qu'il était dit depuis l'adoption de la loi pénitentiaire de 2009 que le droit de vote allait devenir effectif. Donc nous avons des parcours évidemment différents, mais sur cette question-là, nous avons tous, les uns et les autres, certains avec beaucoup plus d'ancienneté que moi d'ailleurs, manifester une préoccupation à l'égard de l'effectivité des droits liés à la citoyenneté pour les personnes incarcérées, puisque depuis 1994, il n'y a pas de privation systématique des droits civiques prononcés par les tribunaux. Donc voilà, moi j'accueille ce point presse, me félicite à la fois de l'écho que l'initiative semble prendre. Je crois qu'il est important en effet que la presse s'en fasse l'écho, qu'on explique en fait la situation que vivent un certain nombre de citoyens derrière les barreaux et que la privation de liberté n'équivaut pas à une privation des droits qui sont attachés à la citoyenneté et qu'il n'est pas impossible, qu'il est même assez facile en fait de rendre ce droit, le droit de vote, effectif. Donc je vous propose en fait d'entendre François qui va nous faire une présentation à la fois de l'initiative, de cette question qui est une question éminemment politique. Il y a eu dans les années 70 de grands intellectuels et des grandes mobilisations sur la situation dans les prisons. C'est vrai que c'est une question qui semble moins populaire aujourd'hui. Quand je lis les commentaires sous les articles de presse, je me dis en effet qu'on a beaucoup de chemin à faire et beaucoup de pédagogie à faire également. Et puis, Maître reviendra sur les questions plus juridiques et sur la nécessité, en fait, de faire primer quand même la volonté politique, parce que dans les textes de loi, rien ne s'oppose désormais à l'effectivité du droit de vote des personnes qui sont aujourd'hui environ 50 000 et qui pourraient voter lors des prochaines échéances. Et puis sur la façon dont on va attaquer ces malheureux préfets. Voilà. Mais ça ne dévoile pas tout, donc François. Oui, dans les annonces. D'abord, je vous donne, parce qu'on ne l'a pas publié tout de suite, il n'y a pas eu d'infos sur les sites, et ça sur nos sites, pendant des semaines, parce qu'on voulait garder la surprise, on ne voulait pas que la communication parte dans tous les sens, sur un sujet aussi délicat, où chaque mot peut faire une erreur. Donc on a pesé, repesé, je vous donne le texte, il est tout bête, c'est le même que celui du flyer. C'est la pétition qui est en ligne depuis hier. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de signataires. Le nombre importe peu. Ce qui est important pour des militants que nous sommes, c'est d'entraîner les gens qui vont la signer, à faire signer dans les prisons, aux avocats. Olivier Arnaud, qui est un des avocats de Robin des Lois, qui est un jeune avocat aux pénalistes, qui va dans les prisons tous les jours. Donc on n'est pas des hurluberlus, je tiens à le dire tout de suite, qui sommes des intellectuels. Il a les pieds dans les cellules tous les jours, il sait de quoi on parle. Olivier Arnaud fera signer la pétition à ses chers confrères. Voilà, je vous donne le texte, c'est exactement celui du flyer, mais c'était bien que vous l'ayez, parce qu'on ne peut l'avoir pour l'instant que sur change.org. Bon, et ça permet c'est un support pour faire passer aussi dans les prisons le premier message qui est « inscrivez-vous avant le 31 décembre ». Parce qu'en l'état, nous voulons le droit commun dans les prisons, c'est-à-dire le même droit pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut que les gars soient inscrits avant le 31 décembre. Et accessoirement les femmes qui sont détenues aussi. Parce que, sauf si le gouvernement écoute nos appels et nos recours, il peut toujours décaler le délai au 31 mars, mais en l'état, il faut qu'ils soient inscrits. Après, si on a les bureaux en janvier, février, ils voteront dans des bureaux, on sera très contents, et si on ne les a pas, ils voteront par procuration, enfin on essaiera, parce que c'est impossible. Donc pourquoi ce combat? C'est très simple, moi je l'ai mûri depuis des années, Sergio l'a mûri de son côté, on ne le savait pas vraiment, et Jean-Christophe Ménard, il s'y intéressait aussi en tant qu'universitaire. Moi j'ai testé la campagne déjà il y a 2 ans, certains s'en rappellent peut-être, puisqu'il y avait eu pas mal d'articles sur ces populations qui ne votent pas pour les élections de 2014. Et comme je l'ai toujours fait avec Robin des Lois, l'OIP le fait aussi, c'est la même. Il faut trouver un biais juridique pour faire bouger un problème. Sinon, on vous dit, bon, on réfléchit,
sans être méchant, parce qu'elle a fait des choses bien. Christiane Taubira, pendant 3 ans, m'a dit oui, on réfléchit entre l'intérieur et le bon. Dans quelques années, on réfléchira encore. On m'a fait le coup pour le racket des télévisions il y a 10 ans. On réfléchit. Bon, nous, on agit. Donc il fallait trouver un biais juridique. Et j'ai une petite pensée ce matin pour Martine Herzog Evans. Je vous donnerai si vous voulez son téléphone pour ceux qui veulent compléter. C'est une des meilleures spécialistes du droit de l'application des peines européennes. Donc c'est une référence. Elle a écrit un énorme pavé que tous les juges d'application des peines, tous les magistrats, tous les SPIP ont comme Bible. Donc c'est pas une illuminée non plus. Il y a 4 pages sur le vote des détenus et elle préconise depuis des années, c'est pas nouveau, que des bureaux de vote soient installés dans les prisons parce que le reste ne permet pas aux gens effectivement de voter. Elle m'a beaucoup inspiré, elle m'a souvent aidé, et bien sûr, pour ce premier recours, elle m'avait aidé, mais il fallait trouver un biais qui n'était pas extraordinaire, et j'en viens suite à Christophe Ménard. Le biais, c'était, je demandais l'abrogation, enfin nous demandions avec la loi, l'abrogation de l'article R40 du Code électoral, qui prévoit que les préfets, chaque année, une fois par an, peuvent créer ou supprimer des bureaux. Par exemple, la ville de Bordeaux croit, dans un certain quartier, on va créer un 22e, un 23e bureau. Exemple, une ville est au chômage, Valence, il y a des quartiers qui se ferment, ils ferment des bureaux. Et au 31 août, il y a un arrêté du préfet, c'est démocratique, tout citoyen peut attaquer cet arrêté en disant « moi il y a un traficotage des bureaux de vote, ça ne va pas », ou au contraire, tout va bien. Donc, par application de cet article, on peut demander Restez Noël. On peut demander la... Ça va mieux ? Ça va. On peut demander la création d'un bureau. C'est ce que nous avons fait et Jean-Christophe Ménard va vous expliquer ça aussi bien que moi tout à l'heure. Donc, j'avais fait ce recours auprès du ministère de l'Intérieur et auprès de la garde des Sceaux. Au bout de 2 mois, on m'a répondu que tout allait très bien comme ça, que la procuration, ça marchait très bien. Bon, on n'est pas allé jusqu'au Conseil d'État, mais l'intérêt, c'est qu'on en a parlé. Et les idées avancent, c'est pas nouveau dans tous les domaines, parce qu'on en parle, parce qu'on revient à l'achat. Mais il nous fallait ce levier juridique. Et c'est là que je reçois un mail de Maître Ménard, que j'ai failli ne jamais avoir, d'ailleurs, parce qu'il s'était perdu dans les spams. Et au bout de 6 mois, je lui ai dit, excusez-moi, il m'a dit, mais je suis passionné par ça, rencontrons-nous. Et l'année dernière, on s'est rencontrés, on a planifié l'offensive pour cette année. L'offensive, on y est. Lui étant spécialiste de droit administratif, maître de conférence à Sciences Po, on était évidemment sur la même longueur d'onde parce qu'il connaissait les travaux de Sergio Coronado, qui lui poser des questions, etc. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, je tiens beaucoup sur ça, parce qu'on a vu des réactions assez déplaisantes, on s'y attendait sur les sites, c'est pas un truc d'intellectuel, de bobo, c'est quelque chose qui repose sur la meilleure spécialiste de l'application des peines, Martine Herzog Evans. Elle m'a aidé à faire ces recours, elle repose sur l'université française la plus brillante, elle repose sur mon expérience, sur celle de ce jeune avocat qui va tous les jours à la prison, voilà, et celle de Noël Mamère, qui connaît bien ces questions aussi, il va également dans ces prisons faire un formidable travail de contrôle et de support. Donc, voilà comment on s'est retrouvés. C'est pas du tout un truc technocratique. Un journaliste m'a posé la question, c'est un collectif. Oui, c'est un collectif à 3. On n'avait pas besoin d'aller chercher 50 associations, c'est toujours très compliqué de faire signer tout le monde. Mais vous verrez le numéro de l'OIP de ce mois-ci. L'OIP est pour les bureaux de vote, parce que c'est du bon sens. Vous les prendrez après, hein, le Génépi est pour. L'AIDH. D'ailleurs, il y a une du Génépi qui est là. On n'a pas voulu, mais ils sont au courant, ils ont la doc, et ils vont relayer évidemment, parce que c'est évident pour les gens qui travaillent dans les prisons, les visiteurs de prison, la Ligue des droits de l'homme, et pas forcément, j'y tiens beaucoup, c'est pas une opération politique. Parce que, là aussi, que ce soit très clair, nous n'allons réussir que si nous sommes très clairs. Donc je suis très clair sur la structure, sur ce triumvirat, et sur l'équipe. Je suis très clair sur la politique, parce qu'il n'y a pas une opération pour faire voter je ne sais qui, j'ai vu ça sur les sites d'extrême droite. D'abord, on ne sait pas pour qui votent les détenus. Les sondages sortis des urnes, il faudra attendre un petit peu, laissez-nous le temps d'installer les bureaux. Bon, donc, on ne sait pas pour qui ils votent, je serais bien dans la peine de le dire. L'un de mes très vieux amis, qui est un ancien responsable de l'OIP, à qui je demandais il y a 3 mois, bon, tu nous donnes un coup de main avec tes réseaux, il me dit non, mais moi je suis plutôt contre. Je lui dis ah bon, tu plaisantes? Il dit ben ouais, les détenus ils votent Front National. Puis il se fout de moi, bon, je ne sais pas pour qui ils votent. Bon. Mais la question n'est pas là. La question dépasse très largement pour qui ils votent. On va vous en parler, c'est leur engagement, c'est le fait qu'on ne soit plus une merde quand on est en prison. Enfin, il y a beaucoup d'avantages pour les faire voter. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Politiquement, il n'y a pas de problème. Je crois que Maître Ménard, Jean-Christophe, est un libéral. Personnellement, tout le monde sait que dans une autre vie... des libérales, heureusement.
Tout le monde sait que dans une autre vie, j'ai été un proche de Jacques Chaban-Delmas, donc la concertation, la nouvelle société. J'aime bien batailler pour faire avancer les choses, mais je ne suis pas sectaire, voilà. Donc là, c'est une idée qui est, je dirais, consensuelle dans un certain milieu. Et Sergio, il est Sergio Coronado, voilà. Mais c'est pas une opération politique avec des compagnes. Vous voyez ce que je veux dire? On imagine toujours. Voilà. Peut-être pour préciser, en effet, c'est une question en fait qui, je le disais, moins populaire qu'elle ne l'a été à une époque comme au cœur des batailles politiques des années 70. Rappelez-vous, Michel Foucault, entre autres, menait une mobilisation en faveur des détenus et de la situation dans les prisons en France, avec des études, des prises de parole, des manifestations. Et c'est vrai que cette question a un peu disparu des préoccupations des politiques. Il n'en reste pas moins que depuis des années, un certain nombre de parlementaires ont, avec beaucoup de constance, beaucoup de détermination, visité les établissements, défendu le fait que les personnes condamnées ne devaient pas, parce qu'elles ne l'étaient pas, souffrir de leur condamnation pour ne plus exercer leur citoyenneté. Et c'est pour ça que c'est pas parce que c'est un écolo, c'est surtout parce qu'il a mené ce travail-là que Noël est là. Je vais lui donner la parole parce qu'il a, par ailleurs, comme c'est quelqu'un qui offre à la fois son talent et sa notoriété à beaucoup de causes, une conférence de presse juste dans la foulée avec iTélé. Donc c'est un combat que nous menons depuis longtemps, que j'ai mené lorsque j'étais candidat des Verts à l'élection présidentielle en 2002, ça fait longtemps, mais ça fait partie des combats que mènent les écologistes sur la question des droits, et des droits pour tous. Et l'initiative qui est prise aujourd'hui de permettre aux détenus de voter non plus par procuration, mais directement en prison, et puis d'abroger l'article 370 du Code pénal, c'est un geste qui n'est pas simplement symbolique, c'est reconnaître à quelqu'un qui est privé de liberté qu'il reste cependant un citoyen. Et on voit bien les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui avec des gens que l'on n'a pas préparés à la sortie et qui sont dans des maisons d'arrêt ou dans des prisons et qui en ressortent encore plus haineux que lorsqu'ils y sont entrés. Or, le travail du législateur, mais le principe de la réinsertion, c'est pas simplement la réinsertion économique, c'est la réinsertion civique. C'est comment on considère que quelqu'un qui sort d'une prison reste un citoyen à part entière et a droit à tout ce qui accompagne la citoyenneté. Donc c'est un combat qui est difficile parce que c'est pas un combat populaire. Défendre les détenus, ça n'a jamais été populaire. Peu de politiques s'engagent, pour ces raisons d'ailleurs. Donc on préfère les reléguer, les rendre invisibles. Il faut quand même dire, c'est important, je n'ai pas voulu l'inviter parce qu'on aurait été trop, qu'à droite, vous avez... Oui. Vous avez Jean-René Le Cerf, qui est sénateur. Qui a dit des choses très intéressantes. Je veux même dire, si on veut être honnête... Et qui a pris position... Si on veut être honnête... Oui, mais si on veut être honnête, Madame Boutin a fait beaucoup de choses en direction des détenus. On se retrouvait sur ce combat-là. Heureusement qu'il est transpolitique, parce que on est quand même des représentants de la République et on croit encore au triptyque de liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, je pense qu'il est... Vous voyez bien, vous êtes peu de journalistes, donc c'est un sujet qui est peu public, ça fait pas du buzz, comme on dit dans le langage commun d'aujourd'hui, et pourtant c'est une absolue nécessité. Et c'est une nécessité d'autant plus importante que tout ce qui est constitutif de la citoyenneté, c'est-à-dire de notre libre détermination, est remis en cause par ce gouvernement. Je pense en particulier au dernier mauvais coup procédé en catimini à la Toussaint, de ce fichier central qui est la porte ouverte à une surveillance alors la surveillance de masse existe déjà, mais qui est la porte ouverte à toutes les vilainies que l'on peut attendre en cas éventuellement en cas d'alternance. Donc quand on voit ce qui s'est passé en juin avec la loi de réforme de la procédure pénale où le juge garant de nos libertés est passé en 3e position derrière le policier et le préfet, on est en droit de se dire que des initiatives comme celle-ci sont absolument nécessaires si on ne veut pas finir comme aux États-Unis avec un président dont vous connaissez les thèmes de campagne. Le plafond de verre a explosé. Et donc tout est permis dans ce pays aujourd'hui, y compris ce qu'on croit impensable. Voilà. Et donc je pense qu'il est temps de se réveiller
et de dire qu'on n'est pas condamné à ce qu'une partie de notre pays se jette dans les bras de milliardaires qui nous promettent de raser gratis demain. Alors, tout d'abord, je remercie le député Sergio Coronado de nous accueillir ici. Puis, je ne connais pas encore sa décision, mais je l'invite à se représenter parce que il se trouve que si on n'obtient pas gain de cause cette année, on fera la même action chaque année. Donc préparez-vous, prenez date. Chaque année, on aura nos recours auprès des préfets pour leur demander d'installer des bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires. Bon, je vais faire très court pour vous expliquer comment nous avons procédé cette fois-ci. Nous avons demandé à l'ensemble des préfets de France d'inscrire dans les arrêtés qui visent à modifier le périmètre des bureaux de vote, de créer de nouveaux bureaux de vote qui seraient dorénavant installés dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, et ce, en s'appuyant sur les dispositions du Code électoral. Ça, c'est la première chose. Ce que l'on attend maintenant, c'est la réponse des préfets, et en fonction des réponses qui nous seront faites, acceptation, on a quelques doutes. S'il y a des refus, évidemment, nous contesterons ces refus devant les juridictions administratives pour que cette question devienne un enjeu de politique publique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a déjà reçu une réponse du préfet de la Vienne qui nous oppose deux arguments qui juridiquement sont très spécieux. Le premier argument, c'est de dire qu'il faudrait une liste électorale spécifique pour les établissements pénitentiaires, sans nous dire ce qu'est cette fameuse liste électorale spécifique, et en précisant qu'elle n'est absolument pas nécessaire. On a déjà des listes électorales, les détenus peuvent s'inscrire sur la liste électorale des communes de résidence depuis 2009. Et puis, deuxième argument, dans certains établissements pénitentiaires, il y aurait trop peu de détenus qui pourraient exercer leur droit de vote, et donc ça porterait atteinte au secret du vote. Là encore, c'est un argument très spécieux. Il faut 300 électeurs pour qu'il y ait un isoloir, mais en dessous de 300 électeurs, évidemment, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un isoloir, et on peut tout à fait exercer son droit de vote sans difficulté. Donc vous voyez, on a un petit peu un sentiment d'impréparation du côté des préfets, de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Ils ont été un petit peu pris au dépourvu, alors que c'est une question vraiment qui est ancienne et qui doit être réglée. Donc on a ce levier-là, qui est le levier procédural, et parallèlement à cela, on tend la main au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur pour qu'on se retrouve tous autour d'une table pour discuter de cela, et puis éventuellement, ce serait l'option certainement la plus intelligente, qu'on expérimente cela sur un ou deux établissements pénitentiaires type, de façon à voir que c'est tout à fait réaliste, qu'il n'est pas nécessaire de modifier la loi ou le code électoral, et de faire comme c'est déjà le cas en Allemagne, en Pologne ou dans d'autres États. Et au risque de le répéter, avec cette idée, c'est que la réinsertion, ça a déjà été dit par Noël Mamère, par Sergio Coronado, c'est que la réinsertion des détenus, c'est une réinsertion qui passe par la formation professionnelle, par la possibilité d'acquérir des diplômes, mais ça passe également par l'exercice des droits civiques. La réinsertion des détenus implique également de les conserver, de conserver leur connexion avec la vie politique et la vie démocratique. Et comme je vous le disais, si par malheur nous n'avons pas gain de cause cette année, chaque année, nos préfets recevront notre recours jusqu'à ce que ça soit mis en œuvre effectivement. Parce que c'est un droit qui ne peut pas être contourné. Dans les années 80-90, on s'interrogeait sur la question de savoir si les détenus devaient être incarcérés dans des conditions dignes. La question ne se pose plus aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement la même chose, la même réflexion que nous devons avoir sur l'exercice des droits civiques des détenus. Un détenu qui conserve son droit de vote doit pouvoir continuer de l'exercer. Et les deux possibilités qui sont actuellement reconnues aux détenus, la procuration et la permission de sortir, ces deux possibilités sont insuffisantes. Dans une question que vous aviez posée, c'était en 2014 ou 2015, les chiffres vous avaient été donnés. Pour les élections municipales, il y avait eu uniquement, je crois, c'est 530 ou 534 procurations qui avaient été accordées aux détenus qui conservaient leur droit de vote. Et de mémoire, je crois que c'était une trentaine ou une cinquantaine. Ah non, moins d'une trentaine. Moins d'une trentaine de permissions de sortir qui avaient été accordées. Donc, intervenant effectivement quasi quotidiennement dans les maisons d'arrêt et les centres de détention, l'action qui est menée par Robin des Lois et ses soutiens, c'est d'abord permettre l'exercice du droit de vote, évidemment, ça c'est la base, c'est très simplement permettre l'exercice d'un droit en toute simplicité, mais peut-être pour motiver
les ministères de la justice et de l'intérieur à prendre cette mesure. Moi, je crois que véritablement, ça serait une mesure de politique judiciaire, de politique carcérale, qui serait extrêmement productive et sans faire preuve de naïveté. Pour dire un petit peu autrement qu'on est une merde en prison, c'est vrai que la plupart des détenus que j'ai l'occasion de pas ça comme rencontrer ça, bon. ont le sentiment d'être des citoyens de seconde classe. Tout est compliqué. Dès qu'on fait une demande de formation, il faut attendre des mois. Demande de suivi psychologique, c'est la même chose. On est 3 en cellule quand on a le droit d'être, en principe, légalement, d'être tout seul. Tout est lent, tout est compliqué. Et il y a un net sentiment, que d'ailleurs évoqué Noël Mamère tout à l'heure, de relégation, d'être, encore une fois, un citoyen de seconde classe. Et je crois que mettre un bureau de vote dans une prison, d'une part, ça permettrait à ces détenus de se sentir symboliquement tout à fait revalorisés. Ça serait un message de l'institution judiciaire symbolique de considération, extrêmement important. Et deuxièmement, ça aurait une vertu, me semble-t-il, pédagogique importante, parce que ça permettrait de créer un événement finalement citoyen au sein d'une maison d'arrêt, au sein d'une prison. Et je rêvais, en venant tout à l'heure, j'imaginais finalement, pourquoi pas faire voter aussi les surveillants dans le même bureau de vote, et un événement civique avec une possibilité, évidemment, pour les conseillers d'insertion, etc., et les intervenants, et les assistantes sociales qui interviennent en prison, de créer des choses autour. Et c'est ce que je disais un peu à François hier au téléphone. Bien, souvent, les gens se retrouvent, il y a une espèce de communion autour, évidemment, des événements sportifs, les discussions qui traversent les coursives. Peut-être que là, rêvons un petit peu, il y aurait une mobilisation des détenus autour d'un événement qui leur permet aussi, très prosaïquement, de sortir de leur cellule, et des discussions qui se nourrisseraient. Et finalement, pour terminer, on amènerait des gens qui peut-être n'ont jamais voté à l'extérieur, qui n'auraient jamais voté sans cela, mais en amenant le bureau de vote à l'intérieur, on les accompagne vers un devoir citoyen, et ça pourrait être extrêmement positif dans un objectif de réinsertion et dans un objectif civique. Voilà, je voulais simplement ajouter à tout ce qui vient d'être dit que cette action, elle a des vertus de politique judiciaire et de politique carcérale qui m'apparaissent évidentes, aussi bien symboliques que pédagogiques, et à peu de frais finalement. Aujourd'hui, on manque de moyens, on est 3 par cellule, à peu de frais, on peut donner de la considération à ces détenus. Alors, très